Écoutez, bienvenue hein, dans cette session. Covid-19, quel leadership pour accompagner au mieux la situation? On se saisit de ce contexte pour pouvoir aborder quelques notions de ce que j'ai appelé pompeusement le coaching contextuel intégratif. L'idée, c'est pas forcément d'être, comment dire, justement heu, vouloir marquer le coup, comme ça de manière marketing. Je pense que c'est un peu comme, je prends la référence des arts martiaux. Moi, je pratique encore beaucoup les arts martiaux. Il y a différentes écoles. Bon, les écoles, elles donnent aussi un peu les racines et c'est important aussi de pouvoir, nommer derrière un peu ce qu'il y a comme principe. Durant la session, si vous avez envie de me poser des questions, vous avez le petit converser, si vous voulez bien. Voilà, je vais le regarder, tranquillement. Je vais le mettre à côté. Voilà et puis je vais commencer. Alors, quand je parle de coaching contextuel, intégratif, hem, bon, il y a plusieurs racines, hein, très très clairement, et je voudrais les aborder avec vous en fait, dans avant qu'on commence à contextualiser justement. Hem La bon, voilà, quand on fait pousser quelque chose, ça vient de quelque part. Moi, j'ai eu l'occasion de fréquenter des textes, des personnes qui m'ont amené sur un certain chemin et ce chemin a permis de pouvoir développer ce que je vais aborder, aujourd'hui. Alors le 1er, c'est le développement organisationnel. Alors c'est un terme qui est pas tellement utilisé en France. On parle de psychosociologie des organisations, d'intervention, de conseil en organisation. Peut-être qu'on commence aussi à aborder aussi sur le terme de coaching d'organisation. Il y a tout un tas de choses intéressantes qui ont été faites en développement organisationnel. Alors, il faut savoir qu'il y a deux branches dans le développement organisationnel. Il y a une première branche qui est finalement très basée sur le diagnostic, on va y revenir, et une branche qui est de plus en plus développée, qui est basée sur la notion de dialogue. C'est-à-dire, c'est vraiment cette notion de dire qu'on accompagne les entreprises en faisant évoluer surtout le dialogue qui a lieu dans cette entreprise. Alors il y a plein de théories dans le développement organisationnel, de psychosociologie, le constructivisme social, la complexité, beaucoup de différentes pratiques. Voilà, si vous avez l'occasion, vraiment, je vous amène pour approfondir suite à ce séminaire, à approfondir cette branche-là qui est particulièrement féconde. L'autre point, c'est moi j'ai été très fortement influencé, et encore plus avec les années, par la psychanalyse jungienne. Vous le verrez ça, dans mon parcours à la fois thérapeutique et puis mon parcours, on va dire, intellectuel. Je trouve que Jung, c'était quand même un conquérant de l'innovation qui a eu ses limites, comme nous tous, mais qui a ouvert beaucoup de champs, beaucoup de choses très intéressantes. Et je pense que ça va se retrouver dans la coloration de ce que je vais vous proposer. Je dirais une troisième branche, c'est quand même les thérapies systémiques. D'ailleurs, moi, je me définis quand même beaucoup en coaching systémique avec cette vision. Il y a beaucoup d'apports de manière générale et vraiment, j'engage toutes les personnes qui font de l'accompagnement à approfondir la notion de systémique, même si ce n'est pas leur base première. Ça reste pour moi quelque chose d'extrêmement intéressant. Dans les thérapies, c'est quand même beaucoup des thérapies qui travaillent à la fois sur la relation, sur le sens et sur l'émergence, qui est quand même très très proche sur le coaching. Donc il y a vraiment beaucoup d'apports. Alors il y a une question par exemple sur le MBTI, moi je trouve ça très intéressant aussi. Je fais faire des tests parfois, moi je ne suis pas MBTI, mais je le fais faire aussi, on verra dans les méthodes. Alors sur les thérapies systémiques, il y en a une moi qui m'a particulièrement aidé et qui est une branche forte de ce que je vais vous présenter avec les années. C'est très peu connu, mais ça s'appelle les thérapies contextuelles, justement, d'où le nom coaching contextuel. Alors, le nom est imbitable de la personne qui a créé ça. Je le résume, il s'appelle Nagui. Alors, c'est pas Nagui en fait, mais c'est un nom de l'Est imbitable à prononcer, et, surtout à ce temps-là. Mais qui a travaillé beaucoup justement sur la notion de justice et de voilà justement ce que ça pouvait avoir d'impact dans les familles. Il y a beaucoup de choses qui sont issues en fait de cette branche de la thérapie systémique.
Il y en a d'autres, hein, les thérapies orientées solutions. De manière globale, moi, je suis assez porté sur l'ensemble des thérapies systémiques, mais celle-là a une influence vraiment très, très forte. Donc, si vous voulez approfondir aussi, voilà, n'hésitez pas à approfondir tout ce qui est thérapie systémique. Et puis, une dernière branche qui pourrait paraître incongrue, mais pour moi qui est très intéressante, c'est la psychologie positive. Là, encore une fois, je trouve que d'ailleurs, ça va très, très bien avec l'idée d'accompagnement, que ce soit en développement organisationnel ou coaching, avec cette idée d'activer aussi les ressources, d'activer le meilleur. Il y a beaucoup de savoir-faire et de savoir en termes de recherche qui sont extrêmement pertinents et intéressants. Souvent, les résistances qu'on a sur la psychologie positive, ils sont quand même un petit peu idéologiques. Ça part beaucoup de l'idée finalement que d'être trop positif, ça serait ne pas être dans le réel. Or, quand on s'intéresse réellement aux chercheurs en psychologie positive, ils s'intéressent autant à ce qu'il y a de difficile, voire de sombre, que ce qu'il y a de lumineux et éclairant. Donc, on voit bien que ça reste quand même une approche qui est équilibrée et qui reste scientifique, donc avec toute la prudence critique qui va avec. Voilà, c'est vraiment 4 branches, je dirais, intéressantes qui m'ont permis de pouvoir extirper au fur et à mesure du temps ce que je vais vous proposer ce soir. Peut-être un point, justement, je revenais sur cette notion de dialogique qui me semble être un tournant de plus en plus important. D'ailleurs, il faut le savoir, qui a été initié quand même par les Français, mais comme toujours, on n'a pas été peut-être jusqu'au bout et qui a été repris progressivement par le monde anglo-saxon et par le monde de manière générale, puisqu'à à la base, c'est très, très basé sur tout ce qui est postmodernisme. Foucault, Derrida, enfin tous ces auteurs-là ont énormément influencé l'approche dialogique. Et finalement, c'est l'idée de dire il y a 2 formes d'intervention. Vous avez des interventions diagnostiques classiques, ce qu'on fait d'ailleurs beaucoup dans le conseil, hein, qui a une vision épistémologique positive, c'est-à-dire qu'il y a une réalité positiviste, il y a une réalité matérielle qu'on peut déterminer, souvent avec une vision que les organisations sont des systèmes ouverts adaptatifs. On va voir, c'est très différent. Sur intervention dialogique, c'est au contraire, on est sur un monde qui est socialement construit. C'est très difficile de savoir ce qui est norme en dehors du monde physico-chimique. Et puis les organisations, pour une approche dialogique, c'est surtout des réseaux de relations en dialogue. D'où l'importance du dialogue, hein, parce que c'est ça qui va pouvoir modifier ces réseaux de relations, qui vont modifier notamment non pas les comportements, ça c'est très important à comprendre. On ne va pas forcément se focaliser directement sur les comportements ou les résultats, mais on va être surtout sur les discours. C'est-à-dire, le discours, c'est ce qui va structurer notre état d'esprit et qui va aussi pouvoir modifier ce qu'il y a dans l'émergent du coup. Donc, on n'a pas forcément une vision dans les interventions dialogiques a priori où on sait toujours où on va. Donc, c'est difficile de dire, voilà, on vise l'innovation, on vise en coaching, on vise tel comportement. Non, c'est compliqué parce qu'on va être souvent sur de l'émergent, mais c'est ça qui va finalement permettre non pas un changement, on va dire, épisodique, planifié, développemental, qui est un peu planifié, qui appartient sans doute à un monde qui était beaucoup plus industriel, clair, moins chaotique et encore moins maintenant. Alors que là, on est beaucoup plus sur des changements émergents, continus et surtout transformationnels. Parce que quand on change son état d'esprit, on se change très clairement. Donc, du coup, les consultants ou les coachs, ils ont une position très différente. Je l'ai déjà abordé. Le consultant traditionnel, c'est un peu un agent extérieur qui arrive, qui est garant d'une neutralité, en partenariat avec la direction, qui va faire un diagnostic, un audit, et puis des plans d'action. Non, là, on est immergé. C'est-à-dire au sens, d'ailleurs, on pourrait le voir pareil en thérapie systémique, c'est cette idée de dire, on va rentrer en résonance avec le système, et ce qu'on est va de toute manière transformer le système et le système va nous transformer. Et donc, on fait partie de ce système-là et donc on doit avoir une grande dose de réflexivité et de prise de recul sur soi parce qu'effectivement, tout ça se mélange et on ne peut surtout pas dire qu'on est en neutralité dans ce type d'approche. Et puis, du coup, le processus de changement,
Ben, en fait, il n'est pas du tout hiérarchique descendant ou justement sur quelque chose d'extrêmement planifié, mais il est, alors c'est un mot un peu barbare, mais hétérarchique, c'est-à-dire que finalement, le leadership, il est distribué, on va voir, c'est très important pour la suite, et il peut commencer n'importe où. Et donc, c'est cette idée de dire que finalement, la hiérarchie n'a pas forcément un rôle forcément de planifier le changement, mais parfois de recueillir les fruits du changement qui existe déjà dans l'organisation et de voir comment les amplifier et d'en faire quelque chose d'intéressant. Donc, vous voyez, bon, souvent, on est sans doute sur une zone grise entre ces deux types d'interventions, mais ce qui est évident, c'est que ce n'est pas du tout les mêmes positionnements, ils sont sans doute complémentaires. Par contre, plus on est dans un monde complexe, un monde de l'émergence, justement, dans lequel on doit aussi être dans la co-construction, plus c'est ce type d'intervention qui fonctionne. Alors, vous avez deux auteurs là, que j'ai mis en bas, euh, qui s'appellent Bush et Marshak, qui sont vraiment deux auteurs super. Hein. D'ailleurs, je vous engage à… Alors, c'est en anglais, mais si vous pouvez acheter leur bouquin sur le développement organisationnel dialogique, c'est super. Voilà, c'est vraiment ce qui est à la pointe en ce moment au niveau du développement organisationnel. Ils ont beaucoup travaillé là-dessus, et notamment en démontrant qu'en l'état actuel des connaissances, les interventions dialogiques aujourd'hui ont beaucoup plus d'impact intéressant à la fois sur les individus, les leaders et les organisations que ce type de démarche qui en fait ne fonctionne plus, fonctionne de moins en moins. Et on pourrait même se dire que dans le contexte actuel, ça pourrait devenir même être un problème d'accompagner le changement de cette manière-là. Donc, on voit bien que l'approche coaching qui se développe beaucoup dans le monde, dans lequel il y a beaucoup de personnes qui se sont engagées, elle n'est pas là pour rien. Elle a aussi émergé parce que on est dans un cadre dialogique qui est différent et qui a besoin d'un positionnement de l'intervenant très, très différent. On pourrait dire quasiment là que c'est un peu le conseil versus le coaching. Après, la réalité, c'est que souvent, on est sur une zone grise où on a besoin un petit peu des deux. J'y reviendrai parce que ce n'est pas si évident que ça. Voilà, je voulais bien être clair sur le cadre. Maintenant, je vais vous donner un peu les concepts avant qu'on aille un peu sur la situation. Je voudrais bien préciser un peu les concepts de base de ce que j'ai voulu développer, et notamment un concept qui me semble essentiel, c'est l'insécurité ontologique de base. Justement, ça vient beaucoup de thérapies systémiques, dont la thérapie contextuelle ou les thérapies existentielles, par exemple. C'est cette idée de dire qu'au fond, la vraie angoisse qu'on a, c'est l'angoisse de la mort, de la finitude, et du coup, de pourquoi on vit, parce que voilà, on se pose tous des questions existentielles assez fortes. Vraiment une manière très puissante de répondre à ça, ou de calmer, on dirait, cette angoisse existentielle, c'est pas forcément d'y répondre de cette manière-là, mais c'est de se dire, au fond, est-ce que je suis utile et désirable socialement, c'est-à-dire dans les différents systèmes relationnels dans lesquels je suis. Le premier, c'est la famille, après, il y a le travail, la communauté, les amis. Voilà, il y a différents systèmes et on voit bien que quelque chose qui nous sécurise ou qui nous insécurise, c'est est-ce que je suis utile et désirable socialement. Alors ça fait… oui, alors François, ben oui, il y a l'homme, tout ça, Sartre, tous les existentialistes, c'est très important de lire ça. Mais en tout cas, moi, je m'attache plus particulièrement à celle-ci, qui fait écho. C'est cette idée, en fait, que ça a pu augmenter cette insécurité ontologique de base. Donc, tout individu vient avec quelque part un peu ce portefeuille ou ce patrimoine individuel quand il rentre dans l'entreprise, donc qui peut modifier les comportements. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça a fortement augmenté, notamment parce qu'on a un mécanisme très puissant depuis les années 80 de bipolarisation de la société. Alors, qui vient de deux choses, on pourrait dire de trois, si on veut être précis. Le premier point, c'est que vous avez un phénomène néolibéral où en fait, il y a une doctrine qui a été clairement édictée, travaillée par l'école de Chicago notamment,
qui veut que, effectivement, il faut favoriser une élite et puis par ruissellement, ça va faire du bien à la société. Donc, il y a tout un tas de montages financiers au niveau notamment des impôts et puis du fonctionnement des organisations qui a fait que vous avez de plus en plus un gap important entre une élite et les autres. C'est un peu moins le cas en France parce qu'on n'a pas choisi complètement cette voie, même si on regarde, voilà, ne serait-ce que le coefficient de Gini, il n'est pas si mauvais que ça en Europe. Hein. Il y a quand même des différences entre les États-Unis et l'Europe, mais elle est quand même là. Et puis d'autre part, c'est parce qu'on est sans doute dans un cycle économique où il y a beaucoup moins de valeur ajoutée, de croissance facile. Et donc, forcément, ceux qui ont le capital captent un peu plus, hein, c'est un principe, un peu plus que ceux qui ne l'ont pas. Mais ça fait que c'est très difficile de se dire, est-ce que j'ai ma place? Est-ce que je suis utile et désirable socialement? Donc, il y a un côté déjà qui est un petit peu angoissant, qui a été très fortement renforcé également par le fait qu'il y a la mondialisation et l'informatique, hein, le digital, a permis en fait, la mondialisation permet, que tout ce qui est travail à faible valeur ajoutée, finalement, ça ne soit pas ici, ça soit ailleurs, où on gère par les coûts. Et puis, finalement, avec le travail Internet, la digitalisation, on peut de plus en plus mondialiser justement le travail ou ne plus avoir besoin de travailleurs du tout. Donc, globalement, on a une insécurité ontologique de base qui est très très forte et qui peut avoir un impact sur les comportements, sur les relations, on verra par la suite. Alors, si on prend ces deux principes-là, il faut bien avoir en tête que, parce qu'on parle aujourd'hui de problèmes de soutien psychologique, de détresse psychologique chez les salariés, mais il est évident qu'aujourd'hui, le Covid et la crise économique qu'il va y avoir ont un impact aussi, au moins à un niveau subconscient, sur cette insécurité ontologique, parce qu'on se pose tous la question de, dans le contexte actuel, est-ce que je suis utile et désirable socialement? Est-ce que je peux faire quelque chose? Est-ce que j'ai ma place? Voilà, ça renvoie quand même à ça. Et puis par la suite, parce que forcément, on va se poser un certain nombre de questions sur la crise économique, sur ce qu'il peut avoir, sur l'avenir de sa société. Voilà. Alors ça fait écho aussi à des transformations intérieures qu'on viendra. Mais il est évident qu'il y aura de toute manière une grande insécurité psychologique eu égard et qui va renforcer ce sentiment de bipolarisation, parce que si on regarde bien, au fond, il y a quand même ceux qui sont effectivement en télétravail, c'est pas facile et autres. Enfin, c'est quand même pas la même chose que un certain nombre de mes interventions. Vous avez des gens qui ont été à l'usine tout le long et qui rentraient le soir en se demandant s'ils allaient contaminer leur famille. Donc, il y a aussi le fait que cette bipolarisation va être peut-être matérialisée par la crise sanitaire. En fait, la sécurité ontologique, elle repose sur un principe de base. Donc, finalement, le fait que je me sente bien, que je sois en santé, en bien-être, ça dépend beaucoup de la qualité de la relation. Est-ce que je suis dans un système relationnel qui est sain? Il y en a deux qui sont essentiels aujourd'hui, parce qu'il y en a d'autres qui ont un peu disparu. Bon, on pourrait dire la communauté, mais les deux autres, c'est quand même la famille. Est-ce que ça se passe bien dans ma famille élargie, hein, nucléaire, mais aussi ma famille de manière générale? Et puis, est-ce que ça se passe bien dans mon système relationnel organisationnel? Parce que si ça se passe bien, je me sens utile et désirable socialement, je suis bien, je suis en sécurité, donc mon niveau de bien-être va être très important. Alors, est-ce que c'est une précarité objective et subjective? En fait, on voit que globalement, il y a à la fois un caractère subjectif, on verra, c'est là où le coaching, l'accompagnement psychologique aussi est très important, mais il y a aussi un caractère objectif. Donc, je dirais que c'est les deux, parce que, par exemple, il a été très largement démontré que plus on était dans des pays inégalitaires, plus le taux d'anxiété augmentait, par exemple, et voire même les décompensations psychotiques. Donc, il y a un lien très fort entre, de manière générale, nous, c'est ce qu'on retrouve aussi dans nos études auprès de nos clients, il y a toujours un lien très fort entre le statut social et le niveau de bien-être psychologique des personnes. Mais parce que derrière, plus vous avez l'impression d'être parmi les gagnants dans ce système bipolarisé, moins vous êtes en insécurité ontologique. Donc, ça se répercute forcément. Alors, je me dirais,
qu'est-ce qui permet de faire qu'un système relationnel est sain? Alors moi, c'est une proposition, hein, il peut y avoir d'autres systèmes, mais dans mon système de pensée, voilà les propositions que je vais vous faire. Le premier, c'est la notion du temps. C'est-à-dire que si vous prenez un système familial ou un système organisationnel, la première chose qui est très importante à garantir, c'est la notion du temps. Alors, dans le temps, il y a à la fois l'histoire. À chaque fois que dans un système relationnel, on ne peut pas parler de l'histoire telle qu'elle a été, donc la question n'est pas de dire si c'est bien ou pas bien. La question, c'est de dire les choses. C'est très différent. C'est-à-dire, est-ce que dans mon système, il y a eu des secrets? Est-ce qu'il y a eu des gens qui ont une action dont on ne parle pas? Est-ce qu'il y a une partie de l'histoire qui est oubliée? Ou au contraire, il y a une partie de l'histoire qui n'est pas dite comme elle devrait? Donc, le fait de ne pas avoir cette notion d'histoire, par exemple, vous prenez une fusion-acquisition, bah, typiquement, s'il y a une des deux sociétés, le nom existe et l'autre société, le nom n'existe plus, quelque part, vous êtes en train de dire quelque chose de l'histoire de l'autre. Comme par hasard, ça va se répercuter. À chaque fois qu'il y a des soucis là-dessus, ça va développer ce que j'appelle des fantômes organisationnels. C'est-à-dire que comme par hasard, vous revenez 3, 4, 5, 6 ans après, il y a des choses qui se passent autour de ça. Et on peut le voir aussi dans les interventions. Par exemple, vous avez un comité de direction, il y a quelqu'un qui est parti, ça n'a pas été dit, ça a été mal dit et autres. Ça hante un peu le comité. Voilà, ça hante le collectif. Donc, très important de pouvoir toujours respecter les racines, l'histoire d'un système relationnel. Le point important aussi, c'est le présent. On doit être ancré dans le présent. D'ailleurs, le fait de ne pas pouvoir parler du passé nous empêche de nous ancrer dans le présent, parce qu'il y a un côté anxiogène. Et le fait d'être ancré dans le présent, ce qui va être très puissant dans un système relationnel quel qu'il soit, c'est de pouvoir travailler sur la notion du sens, justement. Là, typiquement, si on en revient au contexte, c'est OK, dans mon système relationnel actuel. Par exemple, moi avec mon équipe, vous avec vos collègues, ou vous dans votre entreprise, qu'est-ce qui fait sens dans l'histoire d'aujourd'hui? Comment j'analyse les situations? Quelle opportunité j'y vois? Voilà, qu'est-ce que ça veut vouloir dire? Moi, par exemple, j'arrête pas de me dire, finalement, la mondialisation, elle a nourri la planète, hein, les gens. Faut quand même le dire, le système a fonctionné, hein, nourrit, bon, avec des défauts, mais nourrit les gens, mais elle tue la planète. Puis là, on arrive à une situation de Covid qui est mondialisée finalement, ça tue les gens, de faim ou il y a la maladie, mais ça protège la planète. Est-ce que cette crise, elle n'est pas en train de nous dire qu'il faut réussir à mettre ensemble à deux opposés? Voilà, donc on peut analyser aussi le présent en pouvoir avoir cette notion de projection en termes de sens, de comprendre en fait, on y reviendra un peu, les synchronicités. Est-ce qu'il y a quelque chose, voilà, est-ce qu'il y a un message dans ce qu'est en train de nous dire? Et puis dans le troisième point du temps, c'est de pouvoir se projeter sur le futur. Qu'est-ce qu'on a envie de faire ensemble? Et un collectif, il fonctionne parce qu'il a décidé d'avoir un objectif commun. En psychologie sociale, on appelle ça un objectif supraordonné, c'est-à-dire qui dépasse la somme des individus et dans lequel on arrive à se projeter. Par exemple, une technique que j'utilise beaucoup en ce moment avec les collectifs, c'est la projection positive, c'est-à-dire, voilà, on a fini cette crise ensemble, qu'est-ce qui va nous rendre très, très fiers d'avoir réalisé ensemble? Voilà, de quoi on va être très fiers de nous? Et qui correspond au sens qu'on a donné, justement, à nos valeurs. Voilà, quelle mission on a envie de se donner, de se projeter. Quand on ne fait pas ce travail-là et que c'est la direction, justement, qui impose l'objectif de manière très top-down, ça rejoint cet aspect non dialogique, diagnostique, parce qu'il y a des consultants qui ont dit que c'était comme ça, on voit bien que ça ne respecte pas cette notion du temps, où on se projette dans le futur, mais ensemble, parce qu'on a construit cette projection. L'autre point de respect très important, c'est la question de la place. Chacun dans un collectif doit avoir le ressenti, le vécu qu'il a une place. D'ailleurs, s'il est là, c'est qu'il y a une place. Alors pour moi, par exemple, il y a plusieurs problématiques qui peuvent exister là-dessus dans un système relationnel, hein. Dans un système familial, ça peut être typiquement un des apports de la thérapie contextuelle, la parentification. Alors, par exemple, vous avez un enfant, un des deux parents a été handicapé, pas de bol, c'est une injustice, mais c'est comme ça.
Et du coup, l'enfant a dû beaucoup s'occuper d'un de ses deux parents. Où il y en a un des deux qui a décédé et l'enfant finalement il a dû s'occuper de l'autre ou être à un niveau de place d'adulte. Il a été parentifié. Ben, il n'y a pas eu de respect de la place dans la hiérarchie de la famille. Pareil, au niveau d'un système organisationnel, ben, c'est quand par exemple, typiquement, là j'ai un audit en ce moment, vous avez le dirigeant qui fait faire des choses avec des risques très forts au niveau de la compliance sur un dossier, mais il ne prend pas le risque, lui, il le fait avoir vis-à-vis de ses collaborateurs. Alors, bon, il y a une forme de perversion, mais qui inverse les places. C'est une responsabilisation invisible qui fait que les personnes ne sont pas à la bonne place. L'autre point, c'est quand il y a du flou sur ces places, c'est-à-dire, typiquement, vous êtes dans un système et vous ne savez pas en quoi vous êtes utile et désirable, ce n'est pas très clair, on ne précise pas les places. Donc ça pose des vraies difficultés. Tous les systèmes qui moyennisent, finalement, qui sont très industriels, descendants, où il y a des fiches de poste, tout le monde doit être comme ça. La réalité d'un système relationnel qui est ça, c'est d'utiliser les gens dans leurs forces et leurs compétences spécifiques. Là, c'est un des apports intéressants de toutes les branches que je vous ai citées, c'est de centrer les gens. La meilleure place, c'est d'être justement dans son axe, sur ses forces, sur ce qu'on est de manière générale. Et quand vous faites ça, les personnes, elles ont une place qui est en fait naturelle. Et associer une équipe en associant les forces, les compétences, et non pas dire chacun doit être pareil dans la moyenne. C'est un peu comme dans une classe d'école où on demande à chaque élève d'être pareil. C'est le pire des systèmes. Non, il y a des différences, il y a plein d'intelligences différentes, chacun peut avoir des apports, il y a des gens qui sont très sensibles, c'est très important, on va voir. Parce que ça va envoyer à des notions un peu de personnages qu'on développe aussi dans le système et qui sont des grandes forces en fait pour un système. La diversité est une force. Et dans les approches dialogiques, on ne cherche pas à éliminer la diversité, ça c'est un point essentiel, on cherche à l'amplifier. Donc c'est pour ça, quand il y a 10 000 possibilités, à un moment je l'ai cité, coaching contextuel, est-ce qu'on va encore mettre un autre nom? C'est pas grave qu'il y ait de la diversité. La diversité, elle nourrit le système, c'est très important. Voilà. Et chacun peut trouver une place si on centre les choses sur les forces. Et puis, c'est le fait qu'il y ait du respect, qu'il n'y ait pas de processus d'inclusion-exclusion, qui fait que, effectivement, on peut se sentir en insécurité, de perdre sa place dans le groupe pour quelque chose qui serait d'un manque de respect, donc la discrimination, les jeux de harcèlement individuel, collectif, le harcèlement sexuel, tous les comportements déviants, toxiques, qui font qu'il peut y avoir de l'insécurité sur le fait qu'on puisse être exclu ou inclus, les dynamiques paranoïaques de groupe, j'y reviendrai. Et le dernier point, c'est la justice. Sur la justice, c'est vraiment cette idée de dire que finalement, dans un système relationnel, c'est un système d'échange. Vous connaissez aussi toutes les théories, don contre don. Maus, aussi un auteur français qui n'a pas été finalement, les Américains, ils reprennent ça, mais pas forcément en lui faisant justice à lui. C'est vraiment cette idée de dire que justement, quand on se sent bien dans un système, on a envie d'être généreux. Donc, on va être dans le don. Moi, j'appelle ça la générosité. Plutôt, c'est dire, voilà, on a envie de donner, on a envie d'être généreux. Si on est centré sur sa force, si on se sent inclus dans une histoire, que ça a du sens et autres, voilà, on donne quelque chose. On est naturellement porté à faire le maximum de ce qu'on est. Si en retour, il n'y a pas de reconnaissance, il n'y a pas de gratitude, il n'y a pas de projection dans le futur, Alain, parce qu'il y a 3 niveaux de reconnaissance schématiquement qui permettent de vraiment créer de la justice. C'est la reconnaissance symbolique, c'est-à-dire le fait que publiquement, on démontre les mérites. Moi, je travaille beaucoup sur la notion de mérite, parce que le mérite, c'est à la fois le résultat et l'effort. Parce qu'il y a plein de fois, par exemple, là, sur des situations comme celle-ci, on fait plein d'efforts, ça ne marche pas. Moi, par exemple, je peux envoyer des propales pour essayer d'avoir des clients, ça ne marche pas. Puis parfois, c'est facile. Ou je vais être là, je vais me donner un maximum, mais le groupe, pour tout un tas de raisons, ça ne marchait pas. Voilà. Mais c'est quand même un mérite, parce que
on a donné le meilleur de ce qu'on pouvait donner à ce moment-là. Et ça a aussi besoin d'être reconnu. La reconnaissance symbolique, on n'est pas très fort en France là-dessus, mais elle est extrêmement importante. De la gratitude, la reconnaissance, ça nourrit le système. La reconnaissance de statut. Là, on est beaucoup dans la reconnaissance symbolique, par exemple, avec le personnel soignant. Il faudra penser vraiment à la reconnaissance de carrière, c'est-à-dire après, comment on fera évoluer par rapport à tous ces mérites en termes de statut social, de projection dans l'expertise, de moyens pour bien faire son travail, c'est très important. Donc, pas uniquement bravo, c'est super, ce qui est très important, hein, mais il faut aussi de la reconnaissance de carrière. Puis le dernier point, c'est de la reconnaissance financière ou matérielle, c'est-à-dire qu'effectivement, quand les gens ont donné quelque chose, ils attendent aussi en retour une gratification. Alors, généralement, ce qui se passe, c'est un peu comme dans une famille, quand on n'a pas été très bon sur la reconnaissance symbolique et la reconnaissance de carrière, on va tout mettre sur la reconnaissance financière. Il y a une théorie qui s'appelle la théorie des compensations en économie qui montre bien que, notamment quand il y a beaucoup des problèmes de conditions de travail, comme par hasard, les demandes de compensation financière augmentent très, très fortement. On trouve ça dans une famille. Papa, maman, ils ont beaucoup travaillé, ils ne s'occupent pas beaucoup de leur enfant, il y a une espèce de carence affective qui rejoint cette question de la place. L'enfant est finalement un peu parentifié, il doit grandir par lui-même, se débrouiller tout seul. Donc, ils ne sont pas au courant de son travail scolaire, de ce qu'ils font et autres. Et comme par hasard, la seule gratification qu'il va avoir à la fin, c'est plein de cadeaux à Noël et autres, mais ça ne répare pas la relation parce qu'il y a de toute manière cette injustice derrière qui est très forte. Mais généralement, plus ces points-là ne sont pas respectés, plus on va parler de sous à la fin, et qui est un peu finalement le parent pauvre quand même de l'enjeu relationnel. C'est un peu aussi comme un divorce de manière générale, quand on est beaucoup sur la question de l'argent, c'est que tout le reste avant n'a pas été très, très bien traité. Mais il peut y avoir un enjeu de réparation symbolique. Donc ça reste quand même quelque chose qui est extrêmement important. Et malheureusement, dans un système qui est bipolarisé, ça devient un enjeu parce que c'est la question de la place. Si j'ai beaucoup de fric, eh ben, j'ai une place importante, je suis valorisé. Si j'en ai pas, c'est pas important. Plus on est dans une culture matérialiste, plus cet enjeu de l'argent va être extrêmement important et va quelque part un peu polluer la qualité du système relationnel. Et tout ça, quand ce n'est pas respecté ou en fonction de ce qui va se mettre en place, ça peut générer des dettes psychologiques. Alors, j'hésite, j'ai une discussion notamment avec une collègue qui était un peu systémique de grande valeur, qui s'appelle Emmanuel Lépine, aussi avec une partie de l'équipe qui sont tous des consultants de grande valeur. Peut-être l'appeler un peu plus dette systémique, dette relationnelle, parce qu'il y a notion aussi de modification de la relation. Pour l'instant, je reste sur dette psychologique. C'est vraiment le fait d'intérioriser, notamment par exemple s'il y a un sentiment d'injustice ou de place ou d'histoire, des dettes de reconnaissance. C'est-à-dire j'ai l'impression qu'on me doit quelque chose parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été reconnu, il y a quelque chose, justement, je suis sur une forme de compensation. Plus j'en ai, plus ça va ruminer là. C'est pour ça qu'il y a cette notion un peu de psychologique. Et généralement, ce qu'il peut y avoir, soit vous allez avoir des gens qui vont l'internaliser, ça va provoquer de la souffrance, généralement du burn-out, on viendra, parce que le burn-out, pour moi, c'est vraiment justement une pathologie de l'engagement. C'est vraiment une accumulation de dettes psychologiques qui est liée à un contexte où on s'est beaucoup engagé, on a beaucoup été généreux, on a beaucoup donné, et justement, on est dans un système malsain. Et quand on est là-dedans, ça génère des dettes psychologiques. Si elles ne peuvent pas être régulées, si soi-même d'ailleurs on ne les travaille pas, on ne les accepte pas, le risque c'est qu'on les internalise. Soit on va avoir des maladies psychosomatiques, ça c'est vraiment des choses que j'observe très régulièrement, soit on va les internaliser de manière plus psychologique. Et en fait, on se surengage comme ça. Ça va d'ailleurs faire écho avec la notion de personnage que je vous ai abordé un petit peu plus loin. Et ça va faire que les gens ne vont pas aller bien. Alors, vous voyez bien le schéma là, dans le contexte Covid qui peut se mettre en place. Vous avez un contexte où il peut y avoir déjà cette bipolarisation, sentiment d'injustice, des choses pas très nettes qui se mettent en place, des gens qui vont s'engager, qui vont s'adapter.
ça ne va pas être ni reconnu forcément, il peut y avoir des injustices. Il y a une partie de l'histoire qui va être niée. Par exemple, là, sur le déconfinement, ce sera très important que les gens puissent parler du vécu, de ce qu'ils ont vécu comme histoire. Que cette histoire ne soit pas oubliée, qu'elle soit mise dans les langues. Vous voyez, il y a une notion très, très symbolique. Alors, on me pose la question, est-ce que les dettes de reconnaissance peuvent être une vue de l'esprit? Ben oui, il y a un système de projection parce que si juste pour reprendre ça, si vous êtes endetté psychologiquement dans votre système familial, forcément, il y a des choses qui vont colorer ce qui se passe dans l'entreprise. Et donc, les deux choses se croisent et on peut avoir d'ailleurs des phénomènes de victimisation où la personne, en fait, ça renvoie à des dettes psychologiques familiales. Donc, ça, on y reviendra. Mais de toute manière, il y a toujours un côté objectif, subjectif, on voit bien, enfin moi je pars du principe, toute manière c'est une construction sociale, donc c'est à la fois lié au patrimoine, on va dire systémique de la personne, donc avec cette construction, mais aussi à la rencontre du patrimoine de l'environnement organisationnel dans lequel elle est, et ça reste une construction de la relation, de la rencontre. Donc il n'y a pas tellement d'objectivité pure de manière générale. Voilà, on pourrait parler de déficit narcissique. Moi, je parle plutôt de dette psychologique parce que voilà, c'est d'autres. Ça renvoie à d'autres points, mais c'est un peu la même idée, c'est qu'on peut être en déficit dès le départ. En tout cas, dans le contexte actuel, il y a vraiment de forts risques en fonction de la réponse de manière générale de nos différentes organisations, notamment de l'État, on y reviendra, qui est beaucoup de dettes psychologiques, notamment de reconnaissance, et qui vont structurer les réponses collectives qu'on va avoir, j'y reviendrai. La deuxième notion de dette psychologique qui est très importante, c'est les dettes de loyauté. Alors, par exemple, là en ce moment, Elodie, les consultantes, on a un audit. Bon, bah, vous avez typiquement un numéro 2 qui a été mis, donc c'est un système très pair à pair, et avec un patron qui est un peu le roi, le personnage du roi qui va avoir tout pouvoir, le roi malveillant, hein. Il peut avoir des rois bienveillants, on y reviendra. En psychanalyse classique, on pourrait dire un pervers narcissique. Mais par exemple, lui, il a mis en place un monsieur loyal qui lui doit tout. Et donc, souvent, cette personne peut être en tension parce qu'il est en dette psychologique de loyauté. C'est-à-dire qu'à la fois, il connaît une grande partie de l'équipe depuis longtemps, il en fait partie, et à la fois, il doit tout à son N+1, donc il est pris dans des conflits de loyauté au niveau psychologique qui peuvent le mettre en dette et qui fait que finalement, sa manière de répondre à cette espèce d'injonction paradoxale, bah, c'est de rien faire, voilà, ou d'éviter, pour éviter de devenir fou. Les dettes de loyauté peuvent exister, mais elles peuvent être saines aussi, hein. Quand vous avez, par exemple, les enfants qui passent près de la fenêtre, ça met un petit bout de fond sympa. Vous les entendez ou pas? Non, ça vous gêne pas trop? Enfin, moi, ça ne me gêne pas, mais vous n'hésitez pas à m'indiquer s'il y a trop de bruit de fond, je fermerai la fenêtre. Donc, ce que je disais, c'est que sur les dettes de loyauté, ça peut être aussi très simple. Quand, par exemple, je me suis donné à l'entreprise, que j'ai été reconnu, que le système est sain, que je suis bien, bah, je suis dans cette loyauté. Donc, voilà, il y a un côté tout à fait sain aussi, mais ça structure parfaitement voilà la relation. Alors, si je suis dans un système qui est sain, que moi je cherche à être utile et désirable, je cherche ma place, je cherche à être bien, que naturellement ce système est sain, parce qu'il respecte la notion du temps, de la place et de la justice, je vais être dans la générosité. Je peux l'être d'ailleurs d'emblée parce que je me sens bien, voilà, en thérapie contextuelle, on dirait en légitimité constructive, en don. Voilà, je trouve qu'il y a quelque chose de légitime à vouloir donner parce que je suis bien, je suis au bon endroit, mon système relationnel est sain, mon système relationnel familial est bien, je suis à ma place, je suis aimé, c'est sécurisant, voilà, il y a de la justice, il y a de l'amour, chacun a sa place, l'histoire n'est pas trop cachée.
Bon, aucune famille n'est parfaite, mais voilà, dans le gradient, ça va plutôt vers le mieux. Je peux être dans la générosité, chacun peut l'être. Donc, on a un système qui s'auto-entretient. La générosité entretient le système relationnel sain. Au contraire, j'ai essayé de donner, parce que chacun d'entre nous, au départ, on essaie d'être généreux, hein, c'est plutôt la nature. Bon, à part pour les gens qui sont effectivement très endettés. C'est pour ça que je ne rejoins pas complètement, enfin, j'ai un peu décalé par rapport au déficit narcissique, c'est la notion de dette. Hein. C'est-à-dire que si on est très endetté au départ, c'est quand même plus dur d'être généreux. Mais en tout cas, je vais essayer de donner le maximum au départ. Surtout si la période un peu de lune de miel avec un système relationnel, ben là, je vais être dans la destructivité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si j'ai beaucoup donné et que je suis dans un système pas sain, moi-même, ça va me transformer peut-être en quelqu'un qui est un peu pas sain. Et ça peut créer notamment des dynamiques que j'appelle des dynamiques paranoïaques de groupe. Donc là, imaginons que les Français soient beaucoup adaptés, mais qu'il y a un mode de leadership dans lequel ce qu'ils ont vécu n'est pas forcément dit. On ne projette pas forcément, on ne les fait pas travailler sur l'objectif, mais ça va très en haut. On pourrait dire ça aussi dans une organisation. On ne travaille pas sur le sens profond de ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire le message, on va dire un peu de conscience systémique qui est envoyé. C'est-à-dire qu'est-ce que ça nous dit de choses qu'il faudrait pouvoir travailler. Que les places de chacun ne sont pas claires, qu'il y a de l'injustice, qu'il y a des sentiments d'injustice, qu'il n'y a pas de transparence, d'exemplarité, qu'il y a plein de problématiques là-dessus, ça générera forcément une envie au moins inconsciente du collectif de destructivité. Pourquoi? Pour éliminer les dettes psychologiques. Et là, c'est très grave quand on rentre là-dedans. Pourquoi? Parce que quand on est au niveau de la dynamique paranoïaque de groupe, on abaisse son niveau de conscience. C'est toujours ce qu'on observe au niveau des groupes. Et on va rentrer non pas dans la logique de construire des solutions, on va sortir de cette espèce de dialogue autour de comment on arrive à faire émerger des solutions, on va être sur qui est le responsable. On va chercher des boucs émissaires. Et donc forcément, on va être sur une logique d'inclusion-exclusion qui va renforcer un cycle de violence et qui en retour va faire que le système relationnel va être insécurisant et va donc du coup nourrir cette forme de destructivité. Là, on pourrait dire que par rapport au système que j'observe dans beaucoup d'organisations, qui n'est pas tellement dialogique, hein, qui est beaucoup diagnostique, avec des organisations où c'est très descendant, on peut quasiment prédire qu'à la rentrée, on aura beaucoup de tensions sociales parce que en fait, ça aura beaucoup activé surtout de la destructivité chez un certain nombre de personnes. Il y a, voilà, il y a peut-être un certain nombre de principes pour avoir un système relationnel sain qui ne sont pas complètement respectés, tout du moins en France, je ne sais pas dans les autres pays. Par rapport au management, posons-nous déjà qu'est-ce qu'on entend par leadership avant d'aller dans le reste. Bon, pour moi, je différencie vraiment le statut de leader et le statut de manager. Manager, c'est un statut social. Quand on se pose vraiment la question. Le management, c'est la possibilité de distribuer des ressources de reconnaissance. C'est-à-dire que quand je suis manager, j'ai un budget, normalement, au moins petit, je peux être capable de filer des postes, des primes, voilà. Donc, je peux donner à la fois de la reconnaissance symbolique, c'est-à-dire je peux mettre en avant, envoyer un mail, c'est le chef qui a envoyé un mail à tous les autres chefs, donc je le mets en avant. Je peux être sur la reconnaissance statutaire parce que je vais l'aider à être promu. Je vais être sur la reconnaissance financière matérielle, des primes, de l'argent et autres. Donc, je peux distribuer un certain nombre de ressources liées au statut social. Le leadership n'est pas exactement la même chose. C'est vraiment dans ce que je propose. Ça rejoint un peu le principe en thérapie contextuelle de légitimation. Moi, je trouve plus simple de parler de légitimité, c'est-à-dire c'est la légitimité qui favorise la générosité ou destructivité dans un collectif. C'est-à-dire que mon comportement de leader respecte les principes du temps, de la place et de la justice, ce qui me donne une aura de légitimité qui fait qu'en retour, je favorise cette générosité ou destructivité dans un collectif. Donc, si on croise un peu ça,
voilà, alors je l'ai abordé, cette notion de légitimité. En fait, il peut y avoir plusieurs types de leaders en dehors du manager. Il y a, c'est un autre point aussi, et il peut y avoir des leaders explicites, celui qui cumule le statut de manager et qui a la légitimité de leader, mais il y a celui qui peut ne pas avoir le statut de manager, mais qui a quand même la légitimité de leader. Et celui-là, c'est un leader dit implicite dans le groupe. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, qui pour quelle position, dans un collectif, vous pouvez très bien avoir 4 types de leaders. Vous avez des leaders explicites, voilà, leader, je crois qu'il y a un S, vous m'excuserez s'il y a des coquilles, c'est une première version. Donc, leader explicite, bah, il peut très bien être positif parce que, alors, le leader explicite, c'est-à-dire quoi? Il accumule le statut de manager plus le fait qu'il ait cette influence sur le groupe en termes de constructif ou de destructif. Donc, si c'est un leader explicite positif, il active plutôt la générosité, donc il active ce groupe qui s'auto-génère en générosité. Mais vous pouvez très bien avoir un leader explicite qui est négatif et qui active la destructivité, et c'est une forme de leadership. Alors si en plus il a le pouvoir, voilà, donc typiquement on peut avoir des interventions dans lesquelles on a un dirigeant qui a un vrai charisme, qui arrive à activer ce qu'il y a de plus noir chez nous, voilà, mais il l'active, ça nous fait bouger dans notre destructivité, et il est explicitement le leader. Et on peut très bien avoir ce même mécanisme dans un collectif avec un leader implicite qui active la générosité, mais qui n'a pas forcément le statut. Donc, il ne distribue pas des ressources, mais il active ce qu'il y a de plus beau chez les personnes. Il arrive, voilà, cette générosité parce que, justement, il arrive à faire respecter ces 3 principes, ou au contraire, qui casse ces principes-là et qui active ce qu'il y a de plus noir et qui va utiliser des psychologiques pour casser pour prendre le pouvoir, hein, souvent. Hein. Par exemple, vous pouvez avoir un leader implicite dans un collectif qui est en guerre avec un leader explicite et qui va le mettre en position de bouc émissaire en utilisant les aides psychologiques. Voilà, donc on peut activer tout un tas de choses. Et je pense que c'est intéressant dans nos interventions de ne pas regarder uniquement que le statut, mais de pouvoir un peu croiser ça, surtout quand on a des interventions un peu plus de nature collective. Donc on peut très bien avoir une forte puissance de leader pour activer de la destructivité. Voilà, on l'a vu. Et on peut se dire que s'il y a déjà de la destructivité dans le contexte actuel, des gens qui voudraient prendre le pouvoir pourraient très facilement utiliser ça dans le contexte actuel, que ce soit au niveau de l'organisation ou d'un État, pour prendre le pouvoir. Et on a déjà quelques exemples. Et plus on est dans un système bipolarisé qui justement crée cette insécurité ontologique, avec des phénomènes d'inclusion-exclusion, plus on peut avoir ces dynamiques paranoïaques de groupe qui sont faciles à mettre en place, et on va prendre des populistes, des gens qui sont, pourquoi pas même être sur des gens qui veulent chercher la guerre, l'ennemi intérieur, l'ennemi extérieur. Donc il y a des choses très sombres qui peuvent se mettre en place. Moi, je pense que on ne peut pas forcément faire changer les personnes qui sont là-dedans. Par contre, dans notre job à nous, c'est comment aussi on accompagne ces personnes-là. Voilà, parce qu'il y a une balance souvent entre la générosité et la destructivité qu'on a dans les organisations. Bon, ce qu'on constate dans l'histoire, c'est que c'est quand même la générosité qui gagne de manière générale, même si on a le biais cognitif d'avoir souvent l'impression que le monde est pourri. Alors, autre point, je vérifie juste le temps parce que comme je vous l'ai dit, je suis un baba et j'ai déjà pris beaucoup de temps. C'est sur le positionnement du leader. Alors justement, je dirais qu'en ce moment, il peut y avoir 3 postures de leader qui peuvent se mettre en place. Une posture de leader héroïque qui va avec cet aspect diagnostic de celui qui sait, du sachant. Donc il y a tout un tas de leaders là, qui en ce moment vont vouloir se positionner là-dedans. On l'a vu d'ailleurs, notre président s'est quand même beaucoup positionné comme ça au début, chef de guerre, qui a une analyse, un vocabulaire très, très fort, de haut niveau. Il a une vision, il est au-dessus du groupe. Et finalement, c'est lui qui va
apporter le groupe. Ouais, mais sauf que là, il ne parle pas du vécu, il ne parle pas de l'histoire, construit pas l'objectif en fonction des forces. On n'est pas sur une posture justement où on est avec, on est au-dessus. Donc ça a un impact, ça dit quelque chose du système. Au contraire, vous avez des leaders qui sont… alors, il y a une question intéressante. Comment fait-on quand le manager se veut leader héroïque qu'il pense être, sachant qu'il ne l'est pas en réalité? Alors là, bon, ça c'est c'est intéressant. Mais au moins, il l'est dans l'intention. Donc ça va modifier aussi son rapport à l'autre. Et ça, je pense que c'est important. C'est que celui qui se place dans la position du leader héroïque, il y a plein de problèmes. C'est un, il peut ne pas être suivi par les autres parce qu'effectivement, il manque de légitimité puisqu'il ne respecte pas le système. Deux, il peut se planter sur la vision. Elle peut être fausse. La réalité, c'est que personne n'a de vision complètement claire de ce qu'il faut faire aujourd'hui. Donc, c'est très dangereux. Et puis, trois, ça ne construit pas du nous, ça construit du moi et les autres. Or, en ce moment, on a besoin de collectif. Le deuxième type de leader qui peut être problématique, c'est le leader évitant, c'est-à-dire celui qui n'est pas à l'aise avec ce qu'il est, qui n'est pas à l'aise, qui n'a pas suffisamment travaillé sur lui. Et lui, il va se placer à côté, en fait, finalement, du collectif. Il ne va pas être avec, il va être à côté parce qu'il n'est pas à l'aise. Souvent, c'est le leader qui va se positionner de manière très technocratique, très expert. Il ne va pas être dans le monde des émotions, il va être dans une forme d'évitement. Lui, il va pas construire non plus de collectif, il ne va pas construire du nous. Il ne va pas pouvoir s'appuyer sur le collectif. Il va être très centré sur la tâche, l'opérationnel, donc la construction du sens, de l'histoire, de la place, avoir un système relationnel. Quelque part, il n'a pas d'intention forcément négative, mais il n'a pas l'intention de bienveillance suffisante pour pouvoir construire du collectif et faire en sorte que le système relationnel soit sain. Là, souvent, ce qu'on observe, c'est qu'il peut avoir une résistance par rapport au leader héroïque, qui fait qu'il va devenir un peu despotique. Là, ce qu'on observe souvent, c'est qu'il y a une dilution du collectif parce qu'il n'y a pas justement d'objectif supraordonné, de sécurité. Et il peut y avoir des gens qui vont former des sous-groupes et il y a une destruction du collectif, en fait. Moi, je pense qu'en ce moment, voilà, il n'y a pas que moi, d'ailleurs. Enfin, il y a beaucoup d'observateurs qui disent qu'en ce moment, ce qui est vraiment extrêmement important, c'est d'avoir des leaders collaboratifs, c'est-à-dire ceux qui sont centrés, qui sont avec le collectif, qui sont avec lui, qui sont au service du système relationnel. Donc, qui sont dans une position humble, qui sont dans une position transparente, qui sont dans une position d'exemplarité, qui sont justement à faire respecter à fond le système du temps, enfin la notion de temps, la notion de place et la notion de justice. Alors, il y a une question. L'héroïque dans un contexte de danger évitant pour permettre l'auto-agression, mais dans un environnement non dangereux. Le leader héroïque, typiquement dans un environnement non dangereux, planifié, ça pourrait être ce qui est adapté. On ne peut pas être que dans l'émergent. Dans un contexte complexe, émergent, ce que montrent toutes les recherches, c'est que ces deux-là, en fait, ils ne sont vraiment pas adaptés, hein, au-delà de la compréhension théorique. Très clairement, il y a notamment une recherche, peut-être que vous connaissez, je donnerai un certain nombre de références, mais celle qui avait été faite sur IBM par rapport à la complexité, qui montrait que, effectivement, quand on est là-dedans, qu'on fixe les objectifs, qu'on fixe la méthode, qu'on est seul. Oui, oui, la méthode à la française, j'ai fait une grande école, donc je sais et autres. Donc je suis haut fonctionnaire, je suis haut dirigeant, je suis au-dessus du monde. Ok, tu peux avoir raison sur le fond, mais dans la relation, tu es en train de dire quelque chose qui fait que tu n'auras pas l'énergie pour pouvoir y aller dans ta solution. Et ce que montre notamment IBM, qui avait travaillé là-dessus, c'est que quand on est là-dedans, on est à 10% de chance que ça marche. C'est-à-dire que les gens acceptent une transformation et qu'ils se mettent en route. Quand on arrive vraiment à être dans le leader collaboratif, on est à 90% de chance. Donc en fait, il y a beaucoup de changements de manière générale dans les contextes actuels qui sont de plus en plus complexes, où ces postures-là, de toute manière, sont problématiques.
Alors après, on me dit, ah, OK, là, par exemple, il y a le déconfinement. Comment on va faire concrètement en tant que leader pour essayer d'accompagner ça? Alors moi, voilà, le type de transformation, d'accompagnement qu'on peut mettre en place en coaching collectif. Après, je reprendrai, si vous voulez bien, juste un petit temps pour l'aspect aussi coaching individuel. Je le fais en 3 étapes. C'est-à-dire que, un, on peut très bien avoir un collectif dans lequel, là, par exemple, j'imaginerais comme ça. Première étape, moi, je prends l'équipe, on travaille ensemble justement sur qu'est-ce qu'on a vécu, qu'est-ce qui a été bien, pas bien, voilà, qu'est-ce qu'on a vécu, qu'est-ce qu'on doit se dire, quel sens ça a là, ce qui est en train de se passer, quel sens ça a, chacun, voilà, toi, voilà, on discute, quel sens ça a, je vous pose la question, quel sens ça a pour vous, qu'est-ce que ça fait résonner chez vous, et puis voilà, on se fixe des points dans le temps, on se projette, qu'est-ce qu'on a envie de réaliser ensemble, qu'est-ce qui nous rendrait fiers. Euh, Du coup, on est sur cette étape 2 d'imaginer. Voilà. De toute manière, si on part du principe qu'une organisation est une construction sociale, pourquoi pas imaginer le meilleur qui correspondrait à nos valeurs. Voilà. On voit bien que le sens, c'est cette difficulté à intégrer, nourrir les gens et protéger la planète. Qu'est-ce qu'on a envie de faire ensemble là, dans le futur pour arriver à coller à ça? Moi, ça me rendrait fier que demain, on ait réussi à trouver des solutions. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a des difficultés à pouvoir aller sur des approches plus collaboratives. Ça me rendrait fier d'avoir contribué là-dessus. Ça va me donner de l'énergie parce que ça correspond à mes valeurs, ça résonne avec ce que je suis. Collectivement, qu'est-ce qu'on a envie de construire ensemble? Donc, on va s'imaginer, on va être dans une étape 2 dans laquelle on rêve le futur. Voilà, et ça, justement, on va l'imaginer aussi en respectant la notion du coup aussi de la place, c'est-à-dire quelles sont les forces de chacun, comment on peut se constituer. Toi, tu as envie de bosser sur quoi? Et là, on passe à l'étape d'après, l'étape 3. Allez hop, on y va, quoi. Chacun des forces, sur quoi on a envie d'expérimenter. Est-ce qu'il y a des thèmes? Qu'est-ce qu'on peut faire tout de suite, qui est facile? Mais est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles on a envie d'être innovant, qui demandent plus de courage? Tiens, toi, tu groupes, tu as envie de faire un petit groupe? Allez hop, on tente. Toi, tu as envie de faire un autre groupe pour tenter ça? Vas-y, explique-nous. Ok, ouais, mais c'est intéressant. Bah, allez hop, on se dit dans 20, 30 jours, on a fait là-dessus. Toi, tu n'as pas envie, tu n'as pas d'énergie en ce moment ou tu es centré sur autre chose. Il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel, voilà, qu'est-ce que ça nous dit aussi? Ah, il faut qu'on fasse attention à nous aussi. Voilà, on travaille, on expérimente. Et donc, ça veut dire aussi que si moi, je suis un leader héroïque qui a toutes les solutions, je ne peux pas mettre en place ce type de processus. Oui, justement, c'est du nous. Le vécu, on construit ensemble. Imaginer le futur qu'on a envie de réaliser, on construit ensemble. Expérimenter, mais chacun va apporter. Et chacun va avoir des forces spécifiques. Personne n'a toutes les réponses de toute manière. Oui, si les gens faisaient ça, on serait bien plus heureux au travail. Mais je vous parle de processus qu'on a déjà mis en place. Voilà, c'est des choses qui se mettent déjà en place dans un certain nombre d'organisations. Et donc là, on respecte parfaitement dans cette transformation le temps, la place, la justice. Là, en ce moment, il y a beaucoup d'organisations qui doivent réfléchir au document unique. Elles m'appellent, elles me disent, vous savez, le document unique, on doit réfléchir sur les nouvelles normes d'organisation. Je leur dis, faites surtout pas un truc diagnostic organisationnel qui descend. On va faire justement des choses comme ça. Alors, pas exactement comme celle-ci, mais avec des groupes de travail, avec des gens qui viennent du terrain, on réfléchit ensemble, qu'est-ce qui les rendrait fiers de réaliser là-dedans, c'est l'occasion de changer quoi, de garder quoi, est-ce qu'il y a des choses qu'il faut qu'on arrête, comment on expérimente, puis comment on crée une boucle d'apprentissage. Et on est en train de mettre en place des systèmes qui sont agiles, qui sont vivants et qui vont mettre justement cette générosité parce que du coup, euh, ben, voilà, ça permet de pouvoir travailler autre chose. Et ce qui est intéressant, c'est que l'organisation se transforme en même temps. Parce que si elle était habituée à être très pyramidale, ben, elle apprend un autre mode d'organisation. Et peut-être même que les leaders vont dire, bah, tiens, j'ai un peu lâché prise et c'est bizarre. En fait, il y a plein de trucs qui ont émergé et qui étaient super intéressants. Voilà. Mais on est dans une culture pyramidale latine, donc ça rejoint un peu la question de Marie. Mais comment on
fait travailler les leaders là-dessus. C'est vraiment pas évident. Mais je pense que notre job a beaucoup de sens. Le leader héroïque, c'est parce qu'il est enfermé aussi dans un personnage. Et la question qu'il faut travailler avec eux, c'est quel type de leader je veux être dans cette crise. Parce qu'au fond, il y a beaucoup de leaders, ils le savent que ce n'est pas forcément la bonne manière, mais ils peuvent être enfermés. Alors, c'est des petites questions que je vous ai mises, mais pourquoi ça peut être compliqué? On va revenir à l'aspect plus coaching individuel du leader. Parce que dans l'insécurité ontologique de base, une réponse qu'on a de manière systémique, et là je rejoins un peu plus la psychanalyse jungienne, on construit un personnage. Et ce personnage principal, il a une loyauté systémique. Typiquement, le leader héroïque, celui qui se positionne là-dedans, ou celui qui se positionne en étant, par exemple, le super-héros, le roi, on va y venir, hein, il y a plusieurs types de personnages, c'est pas pour rien. C'est un héritage justement de son patrimoine familial aussi, ça a du sens. Et ce n'est pas forcément facile pour lui de lâcher la loyauté par rapport à ce personnage parce que effectivement, pour lui, c'est un chemin, c'est une transformation qui est profonde. Parce que son personnage, il le sécurise. Et là, ce qu'on observe, c'est que dans le contexte actuel, qui est quand même assez insécurisant au niveau ontologique, on se pose même la question de la survie de la société, enfin, on vit des choses fortes, mais on s'accroche non pas à la transformation, on s'accroche à ce qu'on est habituellement. Et le personnage, c'est bien ce que décrivait Jung, la première période de vie, c'est vraiment ce qui nous permet justement d'avoir une place sociale, d'être utile et socialement désirable dans sa famille, dans son entreprise. Celui qui a été le super-héros, comme j'expliquais au jour du Master 2, j'ai eu quelqu'un en coaching, c'était extraordinaire. Quelqu'un, un ingénieur mécanique super bon, okay, mais il a toujours ce personnage d'être le super-héros qui sait. Je vais le chercher sur le parking, il y a une dame qui est en panne, il y a plusieurs personnes sur le parking, elle se dirige typiquement sur lui pour réparer sa voiture. C'est comme si elle avait perçu de manière très directe quelque chose dans son attitude. Il est enfermé dans ce personnage-là. Et en même temps, ça le fait terriblement souffrir parce qu'il a envie de pouvoir réintégrer d'autres choses, de ne pas être qu'un personnage, d'être beaucoup plus dans un soi authentique, de pouvoir réintégrer d'autres parties. Mais c'est comme s'il était enfermé dans un personnage. Et donc, souvent, les leaders héroïques sont aussi un peu enfermés. Il y a beaucoup de recherches qui montrent que quand vous avez quelqu'un qui est là-dedans, il faut savoir que les gens qui flattent dans les organisations ont une meilleure progression de carrière que les autres. Donc, quand vous avez le pouvoir, ben vous êtes aussi enfermé encore plus que d'autres dans votre personnage. Pourquoi? Parce que les gens vous flattent et ils vous flattent en fonction de ce personnage. Et donc, en plus, ce personnage vous amène à avoir énormément d'avantages matériels et dans un contexte de bipolarisation, plus vous avez d'avantages matériels, plus vous avez de place. Donc, c'est très difficile de pouvoir lâcher ça. Bon, mais la plupart d'entre nous, heureusement, on a un chemin de transformation, d'individuation, on a envie de le lâcher. Alors, c'est là où, justement, les contextes n'arrivent pas par hasard. Il y a un phénomène de synchronicité. Ah, je suis en difficulté professionnelle, ou je commence à avoir un problème physique, ou comme par hasard, ça ne va pas avec lui. Chaque situation de difficulté, elle est en train de nous dire quelque chose d'opposé qu'il faut réussir à réintégrer et à harmoniser. À chaque fois qu'il y a un problème, une crise, ce n'est pas qu'une opportunité, c'est avant tout une opportunité de synchroniser, d'harmoniser des opposés. Ouais, là, typiquement, la synchronicité qu'on pourrait retrouver dans cette situation, c'est justement ces opposés que j'évoquais. Donc, à titre personnel, un manager qui est mis en place dans une situation de difficulté à transformer son organisation parce qu'il est enfermé dans un personnage, la situation est en train de lui dire « Écoute, mon gars, toi, intérieurement, tu as de toute manière envie un peu de changer, mais tu ne te l'autorises pas.
moi, l'environnement extérieur, je suis un peu là pour te dire, il faudrait peut-être voir aborder d'autres types de personnages et être sur quelque chose d'un peu plus global dans ton individuation. Donc les situations aussi résonnent, même d'un point de vue de la systémique consciente ou inconsciente, collective et individuelle. La synchronicité, c'est aussi la rencontre de systèmes, hein, qui n'était pas complètement analysé comme ça par Jung, mais vraiment, on pourrait l'appeler en résonance en thérapie systémique, c'est la rencontre, voilà, de quelque chose qui dit il y a besoin d'une évolution. Et nous, on n'arrive jamais au hasard à ce moment-là. C'est là où le coaching a quelque chose d'un peu particulier, ne peut pas fonctionner avec tout le monde. C'est que soit on s'insère nous-mêmes parce qu'on va être en synchronicité avec le client, avec le système client qu'on va servir, soit on ne va pas l'être et on ne sera pas au bon endroit. Donc, j'ai envie de dire, quand on perd un client et qu'on a été, on va dire, le plus authentique possible, en tout cas, on a essayé d'être dans une relation intéressante, c'est pas grave, c'est que c'était pas le bon endroit. Voilà. Ça peut être grave matériellement, mais c'est pas grave. D'ailleurs, si c'est grave matériellement, ça peut avoir aussi un sens aussi. Voilà. Si on est là, qu'il y a une résonance, qu'il y a quelque chose, c'est intéressant. On va peut-être pouvoir être utile. Parce qu'on n'est pas en neutralité, hein. On est là parce que nous aussi, il y aura quelque chose forcément qu'on va devoir apprendre dans la relation. Chaque relation dans laquelle on s'installe avec ses clients, de toute manière, va nous transformer. Alors, quelques personnages fréquents, c'est très systématique, c'est juste pour pouvoir aborder ça rapidement. Le super-héros, on l'a abordé. Le bon élève, tout le temps le bon élève, le guerrier, le roi, la reine, le justicier, la victime, le sage, le rebelle, le voyageur. Le voyageur, typiquement, ça peut être le cas d'une personne dont les parents ont été enfermés dans des endroits et puis la personne ne se sent jamais complètement à l'aise parce qu'en fait, sa légitimité, sa loyauté systémique à elle, c'est un peu d'être le voyageur pour ses parents qui n'ont pas pu l'être ou en tout cas qui ont été traumatisés du confinement. Peut-être qu'on va avoir une génération très forte de voyageurs suite au confinement, par exemple. Voilà, c'est des exemples. Je n'ai pas trop le temps d'approfondir chaque personnage pourrait me prendre une heure. Voilà, c'est une introduction, on pourra avoir l'occasion d'en parler si vous voulez. Mais c'est juste pour illustrer. Alors, travailler sur la résonance, intéressant. Moi, souvent, c'est quelque chose que je fais, notamment dans le coaching, où souvent on aborde une notion de conflit. Les résonances, elles disent quelque chose justement de ce qu'on a besoin de faire évoluer de son personnage. C'est quoi les retours que vous ne supportez pas sur vous? Quels sont les types de personnes que vous ne supportez pas? Pourquoi? Qu'est-ce que ça peut vous dire de ce que vous devez accepter vous-même? Êtes-vous capable de vous pardonner vos fragilités? De faire travailler là-dessus, parce que par exemple, typiquement, celui qui est enfermé, on va reprendre un point, dans le guerrier. Le guerrier, en gros, pour moi, c'est celui qui cherche toujours un conflit pour cacher sa peur. Bon. Je dis ça parce que moi, je peux être un petit peu là-dedans, donc il y a des choses, j'ai dû travailler aussi là-dessus. Forcément, ça serait quoi l'inverse du guerrier? Le pacifiste, peut-être même un peu le fragile, le couard, qui manquerait un peu de courage. Ah, je ne le supporte pas. Mais quand je ne supporte pas, ce n'est pas lui que je ne supporte pas. C'est peut-être une partie de moi-même que j'ai besoin de réintégrer. Peut-être que je peux m'autoriser à être en fragilité, peut-être que je peux m'autoriser à avoir peur, je peux même m'autoriser parfois à manquer de courage ou à fuir le conflit. Je peux même m'autoriser à vouloir être dans la paix, le pacifique. Voilà, à chaque fois que quelque part j'ai des résonances avec des gens que je ne supporte pas comme ça, ou que je supporte trop, parce que si j'ai que des résonances positives autour de moi, ça veut dire que je vais avoir une cour qui va encore plus m'enfermer dans le personnage. Ça dit quelque chose. Donc ça, c'est une énorme occasion, toutes ces résonances, de travailler sur soi, de quelque chose qu'on a besoin de réintégrer et qui, comme par hasard, de manière même systémique, va pacifier les relations. Parfois, il y a des conflits dans lesquels je ne travaille qu'individuellement avec chacun sur ces résonances et la relation va s'apaiser. On n'a même pas fait de médiation collective.
Donc voilà, c'est quelques petites questions que je vous ai mis. Autre point, par exemple, on peut essayer de conscientiser sa lutte intérieure. Alors ça, c'est un petit tableau. Par exemple, je prends un exemple. Hein, vous avez quelqu'un qui pourrait être un peu enfermé dans le super-héros. Là, justement, il se placerait en leader héroïque. Donc, il veut déléguer, il fait des groupes de parole, des machins, des groupes participatifs. Mais en fait, son objectif implicite, c'est surtout d'être indispensable au-dessus des autres parce que ça nourrit de toute manière sa notion de super-héros. Donc, c'est quoi les conséquences? C'est que je délègue, puis je reprends la main à la moindre erreur pour démontrer ma centralité. Et en fait, il est en guerre avec lui-même. Parce que explicitement, il peut très bien se dire, si je n'arrive pas à déléguer, je ne vais pas pouvoir avoir la carrière au-dessus. Je ne vais pas pouvoir réussir ma transformation. Il peut vraiment se fixer cet objectif-là. Hein. Mais il n'y arrive pas parce qu'en fait, il est en guerre avec un objectif implicite qui est lié à son personnage. Tant qu'il n'a pas fait un travail de conscientisation, pour être sur des plans d'action, ça ne marchera pas. Roi-reine, j'en ai comme ça. Oui, moi, je voudrais une entreprise innovante. Vraiment, il y a un désir réel. Mais ils n'y arrivent pas parce qu'en fait, ils aiment le pouvoir, la domination. Pour le bien, ils peuvent même être bienveillants. Mais voilà, pour eux, c'est important. Donc, en fait, ils font beaucoup de demandes de reporting. Et puis, surtout, seules les bonnes nouvelles sont tolérées, voire les flatteries. Et donc, les collaborateurs ils préfèrent être conformistes parce qu'ils sentent le risque. Et ils n'y arrivent pas, en fait, à sortir de ce personnage. Et là, tout d'un coup, ils se prennent une grève, ils se prennent des tensions, la DRH qui veut peut-être les virer, leurs femmes qui les quittent, ou leurs hommes, ou j'ai un enfant handicapé. Oui. Il y a un truc, il y a une synchronicité qui ouvre une porte, qui, si vous êtes en résonance, vous allez pouvoir justement faire un peu ce travail de conscientisation. Et forcément, leur personnage à eux va vous faire aussi travailler sur vos personnages à vous. Et peut-être que le chemin que vous avez réussi à faire va permettre aussi à ces personnes-là de pouvoir… oui, ça révèle des peurs, effectivement. La peur première, hein, finalement, c'est si je quitte mon personnage, est-ce que je suis encore utile et désirable dans mon système relationnel? Donc, il peut y avoir aussi des dettes psychologiques très, très fortes au niveau familial, voire des traumatismes. Donc, c'est là où éventuellement, ça peut être intéressant dans le coaching de pouvoir associer le coaching avec un travail thérapeutique avec les personnes. Alors ça, c'est par exemple une des techniques qu'on peut utiliser. Bon, c'est très schématique, hein, mais vous voyez, de faire un petit travail là-dessus, tout doucement avec les personnes. D'autres techniques, alors j'en présente comme ça, je peux pas trop… plus féminin ou masculin? C'est évident que, par exemple, le guerrier, c'est quand même un peu plus souvent le masculin, mais j'y reviendrai. C'est souvent de manière stéréotypée, hein, c'est Dorélie qui posait la question, de manière stéréotypée, les femmes sont enfermées dans des personnages à connotation féminine, la soignante et autres. Et de toute manière, en deuxième période de vie, ont besoin de faire émerger justement l'opposé, donc peut-être la guerrière, peut-être la super-héroïne, mais le contexte ne leur permet pas. Souvent, elles vont d'ailleurs déléguer cette partie-là dans une projection avec leur mari, ce qui fait que généralement, il y a des tensions de couple qui naissent à ce moment-là parce qu'en fait, ce qu'elles avaient projeté sur le mari, elles ont besoin de le réintégrer, donc ça les intéresse moins, ce qu'est le mari. Et lui-même est très enfermé, l'homme aussi, dans des personnages à connotation masculine et a peut-être envie d'aller dans des connotations un peu plus féminines en termes d'énergie, il ne peut pas le faire. Il l'avait lui-même délégué en fait à sa femme. Et pareil, donc souvent les couples qui arrivent à évoluer, c'est aussi des couples qui arrivent à faire évoluer leur personnage, mais aussi leur féminin, leur masculin, et à pouvoir le réintégrer pour que ça soit deux personnes plus authentiques en fait, et qui soient moins dans les projections dans le couple, qui puissent être en rencontre. Et c'est un chemin d'individuation à deux. Hein, les couples qui ont été très longtemps ensemble et qui ont réussi à faire ce chemin, qui n'est pas évident, parce qu'on peut très bien se dire aussi, ça y est, on a fait un bout de chemin ensemble, mais il y a besoin de faire autre chose. C'est très beau. On est dans une complexité systémique absolument massive et c'est très très beau. Voilà, pour répondre à la question, peut-être je la aborderai un peu plus tout à l'heure, mais par exemple, coaching, là en ce moment, moi j'aime bien commencer par justement projeter les gens. Voilà.
là, j'ai réussi à faire face dans les là, t'es leader, là. Quel type de leader tu veux être? Tu as réussi dans les 3 prochains mois à faire quelque chose qui te rend très, très fier de toi. OK, qu'est-ce que tu as réussi à faire? Pour atteindre cet objectif, bah, si vous avez travaillé un petit peu sur son personnage, c'est quoi l'avantage? C'est quoi l'inconvénient? Ah ben moi, je suis justement le sage qui pense, qui réfléchit et autres. Ça serait quoi l'inverse du sage? Qui serait le personnage complémentaire, hein, en fait. Bah, ça serait peut-être celui qui est un peu moins sage, qui peut du coup peut-être être un peu plus impulsif, un peu plus truqueur. Bon, mais en fait, les deux vont avoir des avantages et des inconvénients. Et de faire ce travail, c'est pas forcément de dire il y en a un qui est parfait. Parce qu'en fait, il n'y a pas de personnage qui est parfait. Personne n'est parfait d'ailleurs. C'est l'idée de dire on va faire la paix entre des personnages qui peuvent justement, par cette paix, apporter beaucoup plus de ressources. Et on n'a pas besoin de travailler tant que ça sur un plan d'action à partir du moment où la personne, même à un niveau conscient ou inconscient hein, parfois, parce qu'il y a d'autres techniques que je n'ai pas complètement le temps d'aborder, travailler là-dessus, ça va leur permettre de tisser des réponses, en fait. Parce que justement, quand on se dit, bah tiens, bah oui, c'est vrai, peut-être parfois, il faut que je sois un peu rusé ou un peu plus direct. Si on prend, par exemple, quelqu'un qui serait le soignant, bah, peut-être qu'il faut qu'il active un peu le guerrier en ce moment aussi. Et l'idée, c'est de dire, voilà, on arrête d'être un peu la situation est en train de me dire qu'il faut que je fasse en partie la paix avec moi-même. Voilà, ça c'est un certain nombre de techniques. Alors, par exemple, hein, un protocole qu'on pourrait mettre en place avec une personne, ça serait un rencontre et résonance. J'y tiens, c'est-à-dire qu'il y a des gens avec lesquels vous n'êtes pas la bonne personne. Parce que dans la synchronicité, dans la résonance de ce qui se passe, c'est pas le, voilà, il n'y a pas le truc qui fait que ça va déclencher quelque chose d'intéressant. Donc, c'est là où chacun peut avoir un style différent de coaching avec des écoles différentes parce que chacune va apporter quelque chose avec vos forces, avec ce que vous êtes. Tripartite de début, voilà, le truc classique, hein, on se met d'accord sur les objectifs. Alors moi, souvent, c'est là où j'explicite que ces objectifs, ils vont être aussi émergents. Je pense qu'il faut avoir en être conscient. Voilà, on n'est pas que sur des objectifs comportementaux de résultats. Vraiment, je me méfie des approches qui seraient trop comportementales parce qu'elles bloqueraient au contraire le changement. Moi, j'aime bien commencer par une petite analyse systémique familiale et professionnelle. Ça permet justement de bien comprendre le sens. Donc, on peut faire petite analyse de la famille, les personnages, l'histoire, enfin voilà, de ce que veut bien vous en dire la personne, de son parcours, justement de vie professionnelle aussi. Et puis, ça vous permet peut-être de repérer avec elle, dans cette co-enquête, des choses intéressantes qui émergeraient. Identifier, faire un travail justement, alors je vous dis ça, c'est très schématique, hein, dans la réalité c'est toujours un peu plus complexe, ça, mais identifier le personnage principal et puis ses loyautés systémiques ainsi que les dettes systémiques, les dettes psychologiques qu'il peut y avoir. C'est-à-dire que, en quoi justement quelqu'un qui sera enfermé un peu par exemple dans le voyageur, qu'est-ce que ça renvoie? Il y a un traumatisme familial, quelqu'un qui serait justement le mécanicien qui est un peu le super-héros. J'avais une dame aussi qui était là-dedans, la super-ingénieure, ça renvoie à sa systémique familiale, donc c'est difficile pour elle de décrocher parce qu'on l'a toujours mis dans ce rôle-là. Voilà, donc faire un petit travail de sens, de conscientisation. Donc vous voyez, on n'a absolument pas parlé de changement de comportement. Généralement, du coup, on réfléchit du coup au sens, à la synchronicité que ça a. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire d'un travail d'individuation et d'intégration qui est en train d'émerger à travers cette situation professionnelle. On peut faire un petit travail du coup après sur les inconvénients du personnage principal dans l'histoire, le contexte actuel et le futur. Donc, d'où l'intérêt de faire cette projection en termes de futur désiré de soi. Et puis, ça, c'est quelque chose que je fais souvent, c'est faire une enquête par le coaché auprès de ses relations pro. C'est-à-dire, je fais un 360, mais le 360, c'est la personne qui le fait, voilà, pour qu'elle puisse identifier ce qu'elle doit garder, arrêter ou faire évoluer. Ça la fait travailler sur son personnage.
Mais aussi l'autre avantage, c'est que ça permet souvent de réparer un peu la relation, les éventuelles blessures qui ont été un peu infligées justement par la personne qui a pu un peu vexer les autres. Puis généralement, ça va être aussi ça va être intéressant de pouvoir travailler sur comment elle a filtré l'information, ce que les gens ont pu lui dire ou pas. Donc ça permet aussi de travailler sur le contexte relationnel dans lequel on est et de pouvoir faire évoluer de manière systémique ce contexte. La définition du futur désiré de soi, c'est voilà justement comment on se projette dans le futur. Donc on rejoint quelque part, vous avez vu, c'est très holographique du processus collectif. Hein. Et puis, bah, du coup, avec ce petit travail sur ce que j'appelle le personnage complémentaire, c'est-à-dire au fond celui qu'on a mis un peu dans le sac poubelle, hein, comme aurait pu dire Jung dans l'ombre. Alors, faites-vous face à beaucoup de méconnaissances des coachés dans ce cas? Alors, Hélène, est-ce que je ne suis pas sûr d'avoir bien compris, c'est-à-dire sur quel sujet? Sur la méconnaissance. Dans le cas des 360. Ben, c'est intéressant. Je pense que ça dépend du moment où on le fait. Si on va trop vite là-dedans, c'est pour ça que je ne commence jamais par le 360. On peut, de toute manière, la personne va utiliser son personnage pour filtrer l'info et quelque part, pour le dire autrement, ces mécanismes de défense habituels hein, pour filtrer l'info. Donc, il faut y aller quand même à un moment où vous sentez que la personne a bien compris qu'elle était dans un moment de synchronicité qui l'autorise à pouvoir évoluer. Et si ça a du sens, parce que par contre, vous devez agir avec le temps psychologique de la personne. Une personne, vous sentez qu'il y a une résistance, une résistance, ça dit quoi? C'est à un moment donné, mon personnage, il me permet de survivre. Ok? Si elle a envie de le garder, absolument. Si vous allez trop vite, si vous l'obligez, peut-être que vous êtes en train de la déstabiliser trop fortement. Donc, à un moment donné, il faut faire avec ce que vous sentez. Voilà. Si la personne, vous sentez que ce n'est pas le moment pour elle, elle n'a pas envie d'entendre que ça peut être un moment de transformation, c'était peut-être pas le moment. Voilà. Il faut lâcher, quoi. Donc, c'est pour ça que je vous dis exemple. Il ne faut pas le faire forcément systématiquement. Il faut voir si ça a du sens. Mais si on le fait au bon moment, généralement, au point 7, oui, généralement, oui, si on fait bien les choses, qu'on a un petit peu travaillé. Non, c'est pas du tout anonyme. C'est en fait, c'est en face à face. Hein. Donc, on est dans quelque chose qui est très humain. Moi, c'était un peu mon inquiétude au début, parce que moi, j'ai été vraiment très formé à l'approche 360 classique. Hein. Dans mon parcours, au début, j'étais dans un cabinet de coaching très comportemental et autres, donc on faisait vraiment comme ça. Et en fait, j'avais plus de gens qui étaient quelque part hypocrites dans ce cadre-là que dans cette manière-là. Donc, c'est intéressant quand même. C'est-à-dire que l'anonymat, souvent, il était tellement insécurisant pour les personnes de ce qu'elle allait être réellement utilisé, gardé ou pas, qu'on avait souvent beaucoup d'hypocrisie. Voilà. Donc, c'est un peu cette innovation. Je ne sais pas si elle peut être reproduite. Pour l'instant, sur beaucoup de cas de coaching, on arrive à avoir des choses très intéressantes. C'est souvent un moment très fort. Et une fois qu'on a fait ça, on peut faire tout ce travail de prise de recul sur l'intégration et pas forcément avec des plans d'action. Moi, je vais beaucoup utiliser des approches indirectes qui vont utiliser justement la symbolisation et l'imagination, parce qu'en en fait, la symbolisation, l'imagination, on est au niveau de l'inconscient collectif, et les choses vont se faire comme une ressource de manière beaucoup plus naturelle au niveau de la conscientisation. Donc ça peut être des méditations, ça peut être de la prise de recul, ça peut être du dessin, par exemple, dessiner les deux personnages, comment on fait un troisième dessin, l'analyse narrative, ça peut être des marches, ça peut être des endroits. Moi, j'ai déjà fait des coachings où on discutait de ça dans une église, voilà, des lieux. C'est vraiment l'idée de laisser les choses émerger, justement, de ne pas être sur un plan d'action complètement descendant. Hein. Donc j'essaie de respecter ce principe un peu dialogique, et où on ne sait pas trop ce qui va ressortir. Mais en fait, c'est l'idée qu'il y ait déjà eu cet espace pour que ça puisse ressortir. Et après, ben, effectivement, on peut faire une évaluation du parcours, des points de développement, ce que ça a pu transformer ou pas chez la personne. Parce que parfois on y arrive, parfois on n'y arrive pas. Hein. Il y a personne qui est magicien.
Et puis, ben, on finit par une tripartite de fin sur ce qui s'est passé. Voilà, ça c'est typiquement. Et ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, en termes de résonance ou de synchronicité, moi, je suis quand même souvent appelé sur des coachings, alors soit parce que la personne en a besoin, soit par les entreprises, je suis souvent quand même appelé sur des coachings un peu complexes. Voilà. Où c'est assez rare qu'on m'appelle sur des coachings de prise de poste ou des choses comme ça. C'est souvent quand il y a eu justement euh, où c'est individuel, bah, c'est les deux. Hein, mais j'ai quand même, moi, ma porte d'entrée, c'est quand même beaucoup plus les entreprises que les individus parce que bah, j'ai un problème de temps, quoi, tout simplement. J'arrive pas à tout faire et pour l'instant, j'ai peut-être un peu plus. Alors, par rapport à du harcèlement, alors là, on est sur des réparations, donc on peut être aussi un peu plus sur. Alors, suite à du harcèlement, c'est-à-dire il y a eu du harcèlement. Et derrière, que j'accompagne le manager, bah, ça dépend parce que si le manager il a fait du harcèlement moral, généralement il y a une sanction disciplinaire, en tout cas si ça a été prouvé, et généralement il est renvoyé de l'entreprise. Donc c'est assez rare quand même qu'il y ait un coaching suite à un harcèlement moral qui est identifié parfaitement dans l'entreprise. Après, si on était dans une zone grise, parce que ça arrive, hein, les choses peuvent être complexes, oui, ça peut arriver que on me demande de gérer quelqu'un où on dirait plutôt pudiquement, il a un peu des comportements complexes, typiques. Ça peut être, on me présente des situations du type, c'est un expert, on veut le garder, mais il a des comportements assez complexes. Alors généralement, c'est un peu flou. Voilà, les demandes. Et généralement, c'est de dire où il y a telle personne, il est super bon, mais effectivement, avec beaucoup de gens qui partent du service, c'est compliqué. Après, attention, moi, c'est là où je rejoins quand même ma casquette d'expert, c'est-à-dire qu'il y a des situations où c'est du harcèlement. Voilà, on a quand même, là, il y a des membres de l'équipe Midori, on a des situations où quand même on identifie surtout que c'est un problème. Celui qui est enfermé dans le personnage du roi, je dépasse complètement le temps, à m'excuser. Euh, il peut aussi se transformer en roi tyrannique et que ça active chez lui tout ce qu'il y a de plus destructif et qu'il mette en place un système absolument perverse. Voilà. Il y a plein de techniques qui sont utilisées par ceux qui sont là-dedans. Et généralement, s'ils ne sont pas mis en échec, ceux qui sont par exemple là-dedans, il faut généralement qu'ils tombent un peu en dépression, qu'ils aient une situation d'échec très fort pour pouvoir faire ce travail-là. Mais ça va dépendre de la systémique familiale. S'il y a eu vraiment quelque chose de très fort, où il y a une fonction en fait au personnage machiavélique de la personne, généralement on est un peu sur quelque chose où c'est très très complexe. Donc faut dessin. Oui, oui c'est vrai. Merci David. Donc voilà, oui dessin, c'est très bien. Donc voilà, c'est y a, je, par exemple, hein, je pense pour nous, c'est là où il faut être raisonnable. Parfois, ça peut activer chez nous le super-héros. Voilà, il y a des combats qui sont perdus d'avance. Hein. On est sur autre chose. C'est là où ça dépend de sa résonance. Moi, j'ai eu des cas très compliqués avec des personnes qui étaient vraiment à la limite de la perversion. J'ai quand même pris parce qu'il y avait quelque chose qui me touchait quand même chez la personne. Voilà, donc, si ça touche, ça peut avoir du sens. On va travailler là-dessus. Mais si en plus la personne vraiment vous sentez, alors soit vraiment c'est un rejet complet et là c'est intéressant quand même de se poser la question. Euh, oui, oui, on peut avoir des gens. Bon, après il y a des enjeux systémiques pour une petite partie de la population. Comme je dis, c'est tellement ancré. Il y a aussi des enjeux même parfois biologiques, hein, parce qu'il y a une petite partie de toutes ces questions-là, qui est notamment sur les personnalités pathologique qui est aussi en partie congénitale, on pourrait dire même phylogénétique et puis diachronique par rapport au système familial. Bon, bah là, ça dépend de votre énergie. Quoi. Voilà. Et puis, est-ce que ça a du sens parce que parfois, c'est de la loi. Quoi. Voilà, j'ai beaucoup parlé, je m'en excuse, vous êtes encore 32, vraiment, je vous remercie d'avoir supporté mon côté bavard, le bavard en moi, il va falloir que je travaille sur ce personnage. Est-ce qu'il y a d'autres questions, parce qu'il y a eu des questions au fur et à mesure, là c'est un peu ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, je ne rentre pas complètement
voilà, sur l'aspect clinique. Moi, j'ai envie de vous poser des questions aussi. Qu'est-ce qui a fait justement résonance en vous? Est-ce qu'il y a des choses, j'aurais envie de vous poser 3 questions, si vous voulez bien y répondre dans la conversation ou à l'oral, comme vous voulez. Un, qu'est-ce qui a résonné en vous? Voilà, justement, qui pourrait d'ailleurs peut-être être en lien avec un personnage, hein, pour vous poser la question. Deux, dans votre métier d'accompagnement, encore une fois, parce que j'avais posé à certains d'entre vous, mais ça me semble très important, qu'est-ce que vous avez envie de faire qui vous rendrait très, très fier? Voilà, vous avez participé à ce séminaire, c'est pas pour rien. Qu'est-ce qui vous a appelé là-dedans? Qu'est-ce qui peut faire sens pour votre futur? Hein, peut-être qu'il y avait aussi de la synchronicité. Et puis, 3, ben, qu'est-ce qui pourrait être activé chez vous comme force spécifique, comme ressource? Voilà, est-ce qu'il y a des techniques que vous connaissez déjà, hein, sur lesquelles ça a pu voilà, vous activer? Alors, peut-être s'il y en a certains ou certaines qui veulent donner quelques réponses, ça peut être nourrissant pour le collectif, hein. Pour les autres, bah, voilà, vous appelle à pouvoir travailler ça peut-être par ailleurs, soit à l'oral, soit à l'écrit, comme vous voulez.